Voilà, bonjour. Je m'appelle Paul Grandjean et je vais vous parler aujourd'hui. Enfin, je suis un artiste qui travaille beaucoup avec l'électronique et la robotique depuis longtemps. Et le sujet de mon travail est assez largement ce qu'on appelle la coévolution des humains et des machines, and beyond, pour parler kick un petit peu. Donc, depuis la fin des années 90, je fabrique des robots que je présente soit en performance, soit en installation, soit dans des vidéos de type spéculatif. Et je vais vous dire un petit peu plus ce que j'entends par la coévolution de l'humain et des machines. C'est mon travail est souvent basé sur une observation de certaines évolutions. Par exemple, c'est l'évolution du marteau, qui n'est pas un sujet que j'ai exploré, mais c'est juste pour donner un exemple. Donc depuis les pierres taillées jusqu'au marteau plus proche de ce qu'on connaît, jusqu'au marteau pneumatique, au marteau robotique et au robot qui se sert du marteau. Donc petit à petit, on évacue l'humain de l'outil, enfin l'outil fabriqué par l'humain évacue l'humain de l'outil, ce qui a été assez bien dit par Marshall McLuhan en 69. Les technologies sont des amputations de nos propres organes. Dans mon travail, j'observe un peu cette amputation, je la questionne, j'essaie d'explorer un peu ces notions. Qu'est-ce qui se passe quand nos outils deviennent tellement perfectionnés qu'ils nous extraient de leur fonctionnalité, en quelque sorte. Euh, voilà un exemple, par exemple, poussé, vous reconnaissez peut-être Wall-E, donc c'est les humains qui ont été tellement amputés de leurs propres organes qu'ils sont réduits à un genre de potatoïde qui n'a plus assez de muscles ni d'os pour se tenir debout. Donc c'est un peu un cas extrême, je pense pas qu'on en arrivera là, mais c'est un peu une des idées que j'explore. Aujourd'hui, en 40 minutes, j'ai dû un peu réduire la, la quantité d'idées que j'allais présenter. Donc il y a un livre que j'ai trouvé assez important il y a quelques années qui s'appelle L'attrait de la vie machinique par John Johnston et il explore l'émergence d'une vie machinique, donc un moment où certains objets ou certains programmes informatiques, certains algorithmes deviennent plus exactement des objets. Ils ont un genre de vie qui les place dans une catégorie entre le vivant et le non-vivant qui n'est pas encore très bien définie. Donc c'est ce qu'il appelle la vie machinique, et qui est assez bien exploré dans ce livre. Donc c'est une combinaison de vie artificielle, de cybernétique et d'intelligence artificielle, qui permet donc les progrès dans ces différents champs, permettent l'émergence de la vie machinique. C'est le moment que j'allume ma cravate. Donc avant de développer plus sur la vie machinique, on va regarder un peu une partie spécifique de la vie machinique qui n'est pas couverte dans le livre. Qui est les humains. Ah oui, ça c'est une petite parenthèse rapide. C'est ma version de We Are the Robots. Donc ça c'était en 99, genre de performance avec une tête robotique. Mais on va regarder une catégorie de vie machinique qui n'est pas couverte par Johnston dans son livre, qui est les humains qui veulent devenir machines. Par exemple Stellark, qui ne fait pas de secret sur le corps est obsolète, il veut se faire... il s'est fait greffer plein de trucs. Là, c'est une de mes photos préférées de son travail, où il écrit évolution à l'aide de sa third hand, sa troisième main robotique. C'est pas très nouveau que des artistes ou des chercheurs veulent se faire greffer des bouts de machine. Par exemple, ici on a Kevin Warwick qui en 1998 s'était fait greffer un chip RFID. Donc avec son chip, il peut se déplacer dans son laboratoire, les portes s'ouvrent sur lui, l'ordinateur lui dit bonjour, ce genre de choses. Edward Ocak aussi, qui a été mentionné plus tôt par Annick Bureau, qui s'était injecté un chip dans la jambe, le même genre de chip qui est utilisé pour localiser les animaux domestiques perdus. Donc c'était en 97. Et je me suis un peu, pour le cadre de cette présentation, je me suis un peu penché sur l'état de la cyborgisation artisanale. Et il y a pas mal de trucs out there. Donc ça c'est Grindhouse Wetware, qui est une société américaine. Et ils font partie, ils sont à la cutting edge ce qu'ils appellent les grinders. Donc c'est des gens qui se cyborgisent eux-mêmes
en utilisant des procédés chirurgicaux, en s'appliquant eux-mêmes des procédés chirurgicaux parce que personne ne veut leur faire les opérations. Donc ils apprennent à s'insérer des composants électroniques. C'est un autre cas, là, c'est Rob Spence qui est connu pour son projet iBorg. Donc Rob Spence, il ne s'est pas fait arracher un œil pour se mettre une caméra. Il a une caméra dans l'œil droit parce qu'il avait un œil de verre. Et il s'est dit pourquoi ne pas utiliser mon œil de verre pour faire un truc intéressant. Donc il a une caméra, je pense qu'il est Bluetooth avec une autonomie d'environ 1 heure. Donc toutes les heures, il faut qu'il enlève pour recharger la batterie. J'ai aussi trouvé qu'il y avait une Cyborg Foundation qui existe, qui a été fondée par ces deux individus. Celui qui a la veste orange a eu une assez grande couverture médiatique récemment. Il s'appelle Neil Harbison et il est daltonien, colorblind. Il ne peut pas voir les couleurs, donc il s'est fait greffer c'est une caméra qui regarde devant lui et qui envoie des vibrations directement sur son crâne de différentes fréquences suivant les couleurs. Et donc avec cette espèce d'outil assez rudimentaire, il arrive à avoir une appréciation des couleurs. Et ça a été testé où il y a des gens qui, à New York, regardaient des peintures et qui il arrivait à détecter la couleur assez précisément. Pas tout à fait les formes, mais il arrivait à détecter les couleurs. Et la femme sur l'autre côté, c'est Moon Ribas, qui est une des fondatrices de la Cyborg Foundation. Et elle est là, elle est connue pour avoir un implant qui lui permet de détecter les tremblements de terre à la surface du globe. Elle fait des pièces de danse performance avec cet implant. Mais plus intéressant et plus avancé aussi, c'est l'état de la prosthétique médicale où on arrive à des résultats assez fantastiques. Donc d'un côté, on a les cyborgs qui s'automutilent d'une certaine façon, et d'un autre côté, on a les amputés qui redeviennent actifs grâce à des membres cybernétiques. C'est la fin de ma digression sur les cyborgs, presque. Mais on va revenir à la vie machinique et un petit peu plus sur mon travail personnel, basé là-dessus. Donc vous avez sûrement vu cet outil récemment. C'est le Spot Mini de Boston Dynamics. Boston Dynamics, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une firme américaine largement subventionnée par du budget militaire et qui fabrique des robots mobiles qui ont des capacités mobiles absolument exceptionnelles dans le monde de la robotique. Et ça, c'est leur dernier quadrupède en place. Et je vais vous montrer ça parce que dans l'idée de la vie machinique, l'idée des progrès de la robotique, de l'intelligence artificielle et de la vie artificielle amenant une émergence de créatures qui ne sont pas vivantes ni inanimées, des représentants de la vie machinique, celle-ci est un exemple assez probant de ce qui se fait de mieux en robotique. Et voilà. J'imagine que ce n'est pas un film truqué, il n'y a pas d'effets spéciaux autant qu'on puisse en juger. Boston Robotics a une histoire de fabriquer des robots qui fonctionnent sans effets spéciaux vidéo. Du côté de l'intelligence artificielle, la quête présente, c'est l'intelligence artificielle généralisée, qui s'apparenterait à une intelligence humaine qui peut s'appliquer à beaucoup de domaines variés sans avoir besoin d'être spécifiquement programmé pour ces domaines. Donc le deep learning, les machines qui apprennent toutes seules et qui peuvent s'adapter à différents savoirs et différents environnements. Donc DeepMind, qui ainsi que Boston Dynamics a été acquis par Google
et a été revendu il y a 2 ans. DeepMind a été acquis par Google et fait toujours partie de Google. Et donc DeepMind est une des agences d'intelligence artificielle, pareil, les plus avancées sur la planète. Et ils ont, l'année dernière, toujours pour reconnecter avec cette idée de la vie machinique, et imaginer une combinaison entre un robot avec des capacités équivalentes à celles de Spot Mini, par exemple, et une intelligence artificielle qui s'apprend à elle-même à se déplacer sur 2 pattes dans toutes sortes de terrains. Donc ici, c'est une simulation de DeepMind, émergence de comportements de locomotion dans des environnements variés. Donc le corps simulé ici apprend petit à petit à se déplacer sur diverses surfaces, comme un bipède, comme un humanoïde, sans qu'il y ait de programmation spécifique sur le pas, le mouvement des bras ou la vitesse du déplacement. Donc la machine petit à petit crée une créature qui arrive à se déplacer comme un humain. Comment est-ce que ça se connecte avec mon travail? Depuis, ça c'est le robot sauvage, c'est un projet non réalisé que j'ai dans mes cartons depuis plusieurs années. Et l'idée du robot sauvage, c'est... oups. Et parti de cette idée, c'était un robot simpliste que j'avais fabriqué lors d'une collaboration avec Kanta Horio, un artiste japonais en 2009, je crois. Et donc l'idée de la biting machine, un robot qui mord. C'était presque un projet secondaire qui n'avait pas beaucoup de développement, qui était une idée basique réalisée rapidement. Et petit à petit, en réfléchissant, je me suis intéressé à cette pièce de Joseph Beuys, I Like America, An America Likes Me, qui est très connu, où l'artiste a passé plusieurs jours avec un coyote dans une galerie à New York en 1974, dont l'idée de Beuys, c'était de reconnecter avec une dimension instinctuelle, de reconnecter avec l'animal, de reconnecter avec la Terre, d'une certaine façon, avec la planète, d'une manière opposée à la manière capitaliste qui était et qui est toujours très en place globalement, et spécialement aux États-Unis en 1974. Donc il a habité avec le coyote pour partager avec un animal un moment dépourvu d'industrialisation, dépourvu de capitalisme, on peut dire. Et cette connexion avec l'animal, moi je suis intéressé par travailler de l'autre côté et créer une machine artificielle et une situation dans laquelle un humain va passer plusieurs jours avec un robot mobile qui, au lieu d'être le coyote qui symbolise une dimension naturelle, instinctuelle, le robot va symboliser une dimension artificielle, une dimension de créature artificielle, d'intelligence artificielle. Et cette machine, donc là ça pourrait ressembler à un croisement entre la Biting Machine et Spot Mini. Je pense une des raisons pour laquelle cette machine a une raison d'être, c'est que la robotique contemporaine se consacre principalement à des robots sociaux, des robots collaboratifs, des robots, on peut dire, bienveillants, à part une exception dont je vous parlerai dans une minute. Et donc, à mon avis, cette concentration sur des robots bienveillants nous fait passer à côté de certaines capacités, caractéristiques, développement potentiel des machines artificielles. Donc le robot sauvage est un robot qui sera programmé aussi peu que possible, mais qui aura des grandes capacités d'apprentissage et qui apprendra, en même temps que l'humain apprendra, à partager un territoire tous les deux. Et le comportement du robot ne sera pas prévu pour être agressif ou bienveillant ou quoi que ce soit, ce sera l'interaction entre les deux, entre l'humain et le robot, qui définira ce que le robot et l'humain deviennent dans cette situation. Les machines bienveillantes, bon, c'est sûr, on a les robots sociaux qui vont s'occuper des personnes âgées, les robots industriels qui commencent à avoir des petites têtes sympas et qui s'arrêtent de bouger quand quelqu'un s'approche trop près,
mais on a aussi ce genre de robots, les robots pas bienveillants du tout, qui font la guerre, qui sont l'exception un peu dans le monde de la robotique. Mais ces robots-là, ils ne sont pas non plus placés pour explorer la vie artificielle, la vie machinique. Parce qu'ils sont prévus pour faire la guerre, ils sont prévus pour une fonction bien précise, et les militaires ne sont pas tout à fait confortables à l'idée de les laisser se développer, d'apprendre par eux-mêmes à faire la guerre. Ils ont toujours quelqu'un en contrôle, à des niveaux plus ou moins élevés de la boucle. La machine peut quand même parfois prendre la décision de faire feu par elle-même, mais ce ne sont pas des robots qui explorent cette dimension que je veux explorer avec le mien. Ça nous amène cette histoire de robots militaires et de Spot Mini et de Boston Dynamics. Spot Mini, toutes les fois, enfin pas spécialement Spot Mini, mais toutes les fois que Boston Dynamics poste une vidéo sur YouTube, ils reçoivent des millions de vues dans les 24 heures. Et je dirais que plus de la moitié des commentaires imaginent que les robots de Boston Dynamics vont devenir Terminator. C'est des robots qui font peur, c'est des robots qui deviennent une expression physique de la peur de l'humain par rapport à la machine intelligente qui est en train d'arriver bientôt, on ne sait pas quand. Et cette peur est tellement ancrée, est tellement réelle, est probablement tellement fondée d'une certaine façon, qu'il y a plusieurs institutions dans le monde qui s'occupent d'essayer de contrôler les progrès de l'intelligence artificielle. Et notamment un institut à Oxford, Institut sur le futur de l'humanité, dirigé par Nick Bostrom, qui a écrit un livre qui s'appelle Superintelligence. Et donc c'est un livre qui parle de qu'est-ce qui se passe au moment où les machines vont devenir tellement intelligentes que l'humain sera complètement dépassé, qu'on risque d'avoir créé notre propre fin par les machines. Et j'ai trouvé une analogie entre cette superintelligence et la manière dont elle peut surpasser l'humain, pas spécialement comme Terminator, où les machines vont se grouper, essayer de chasser tout le monde, mais plutôt une superintelligence indifférente. Et la raison pour laquelle je vous montre Glenn Gould ici, en train de jouer du bac, c'est si l'intelligence, la superintelligence, a une mission, un but qui, pour être réalisé, implique la destruction de certains humains, elle peut sûrement faire ça, de la même façon que Glenn Gould peut jouer du piano pour essayer d'exécuter la pièce de Bach aussi bien que possible, sans être spécialement agressif ou avoir des velléités de destruction envers les éléphants qui ont produit l'ivoire pour les clés du piano, ou les indigènes qui ont coupé le bois pour fabriquer le corps du piano. Donc cette façon d'intelligence non agressive, superintelligence non agressive, mais indifférente à l'humain, qui peut peut-être générer des comportements destructifs. D'après Bostrom, qui a écrit ce livre, c'est un des dangers majeurs de cette superintelligence explosion. Mais, ça c'est un autre expert en robotique, Rodney Brooks, qui met un genre de bémol. Rodney Brooks a travaillé en robotique depuis les années 80. Il a créé plusieurs compagnies, plusieurs entreprises qui ont été. C'est lui qui a fabriqué le iRobot, le Roomba aspirateur. Il a fabriqué iRobot aussi, des robots qui déminent les rues en Irak pour aider les militaires américains. Et récemment, des robots coopératifs, le Baxter et le Sawyer, dont on a vu un exemple tout à l'heure, le robot rouge avec son sourire attachant. Mais voici un extrait de Rodney Brooks qui parle de l'intelligence artificielle présentement et de sa vision de comment est-ce que ça peut se développer et à quelle vitesse. I think there is an AI bubble right now, and people are making a fundamental error on estimating how good AI is going to be, how quickly. It's undeniable
that deep learning has had a tremendous unexpected impact. So that's why we have the Amazon Echo. It's why we have Google Home. That level of speech understanding was just not possible 3 to 5 years ago. Deep learning has had an impact. But I think what mistake people make is, especially people who are not working in AI directly, they see an AI system with a certain level of performance, and if a person had that level of performance, it'd be a natural way of generalizing what they could do to a competence around that. But that generalization doesn't happen with AI. Donc là, on peut dire, voilà un avis d'expert. Je partage, je ne sais pas. Tout est possible. D'après Bostrom, qui a écrit Super Intelligence, on risque d'aller vers une courbe exponentielle, vers plus les intelligences artificielles deviennent intelligentes, plus elles deviennent rapidement plus intelligentes. Alors que René Brooks a plutôt une attitude plus conservative en disant c'est plus compliqué qu'on le croit. Donc l'intelligence artificielle a un passé qui tend à aller du côté de Brooks. Toutes les découvertes en intelligence artificielle, toutes les fois qu'on a dit d'ici 2020, l'intelligence artificielle sera capable de résoudre ce problème ou d'arriver à ce niveau d'intelligence générale, toutes les fois les délais sont reportés un petit peu plus loin. Mais ce qui est clair, c'est que ça progresse assez rapidement. Donc, on va voir si c'est 2050 ou 2030 ou 3000, mais quelque chose va se passer de ce côté-là. Pour l'instant, on est en 2018. J'ai fait une pièce, une installation robotique en 2016 qui se penche un peu d'une manière ironique sur cette histoire de l'intelligence artificielle et surtout sur cette histoire de la perception par, disons, le grand public des capacités de l'intelligence artificielle. Et le grand public, whoever that is, qui est le grand public, enfin le grand public est très influencé, je pense, par une vision de l'intelligence artificielle qui vient des films de science-fiction, qui vient du cinéma, qui vient aussi de certaines revues de presse qui vont voir un peu ce qui se passe dans les labos de robotique et qui passent en surface sur une démo qu'ils ont vue d'un robot intéressant et qui extrapolent à partir de là sans vraiment se pencher sur qu'est-ce qu'était la démo qu'ils ont vue. Par exemple, Asimo, le robot de Honda, qui est un bipède qui sait se déplacer très bien. Il en met plein la vue à tous les médias, mais il n'est pas du tout autonome, il n'est pas du tout intelligent, mais il est très fort à monopoliser l'attention. Et ainsi, les gens voient un petit robot blanc qui marche et qui sait sauter, qui apporte un plateau de thé et qui dit merci, et se disent « Waouh, ça y est, on y est, on a des robots ». En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et quand on va dans les laboratoires de robotique, ce que je fais assez régulièrement, on se rend compte que pour même un comportement très simple, par exemple, naviguer d'ici, sortir les escaliers et remonter jusqu'à la réception et demander, par exemple, est-ce que le bar est par ici. Pour un robot, c'est encore extrêmement compliqué, des choses comme ça que l'on considère pour acquises déjà. Donc, le robot que j'ai fabriqué, c'est un robot simple qui s'appelle Combover Joe. Donc, Combover, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est cette coupe où les hommes qui perdent un peu des cheveux sur le dessus se laissent pousser un peu long sur le côté et rabattent par avec leur peigne, donc le Combover Joe. Donc, Combover Joe, il a un genre de poil en fil électrique. C'est un robot un peu humoristique dans son apparence. Et c'est un robot qui se déplace là où il est installé, normalement dans des galeries d'art ou des festivals. Et il discute avec les gens. Et il se déplace assez bien, il peut discuter avec les gens, il peut suivre des gens. Il peut aussi dire des choses, se parler tout seul. Mais quand il discute avec les gens, il peut être très très avancé au niveau conversationnel pour un robot. Par exemple, il peut connaître le nom de certaines personnes qu'il n'a jamais rencontrées auparavant. Il peut commenter sur leurs habits, il peut leur répondre à leurs questions assez précisément. Et beaucoup de gens qui voient ce robot pensent que le robot est capable de faire tout ça tout seul. Mais cette installation est en deux parties. Donc la première partie, c'est le robot mobile qui se déplace. Et quelque part ailleurs, dans le bâtiment, il y a une pièce qui n'est pas spécialement mise en avant, mais qui n'est
qui n'est pas interdite d'accès du tout. Il y a une porte ouverte, enfin il y a une entrée. Et quand on rentre, on voit un bureau avec 2 moniteurs, un joystick, un micro, un clavier. Et en fait, depuis ce poste de contrôle, les visiteurs peuvent prendre le contrôle du robot. Et donc, quand le robot est super intelligent, c'est qu'il y a quelqu'un qui le pilote et qui part par le robot. Donc, si la personne qui pilote connaît la personne qui est en face du robot, il voit l'image de la personne sur la caméra, et par le synthétiseur de parole, ils peuvent parler, soit en tapant sur le clavier, soit en parlant dans le microphone, faire passer leur message par la voix du robot sur le robot. Donc, quand le robot est en mode autonome, il prononce des phrases préprogrammées. Et il suffit de toucher le joystick pour qu'il passe en mode manuel. Donc il n'y a pas vraiment de différence notable au niveau de la voix ni de la mobilité du robot. Et dans ce cas-là, il devient un genre d'outil de téléprésence qui est programmé par une intelligence humaine, IH. Et l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, n'existe pas. Mais je dirais, je n'ai pas fait de recherche vraiment précise sur le sujet, mais en observant le robot dans plusieurs circonstances et plusieurs expositions, je pense que plus de la moitié, assez largement plus de la moitié des gens qui parlent avec le robot pensent que le robot est capable de ce niveau de conversation. Si c'était le cas, ce serait probablement le robot le plus avancé de la planète. Donc c'est un petit jeu intéressant ici. Après, il y a d'autres niveaux de lecture pour la pièce. C'est un outil téléprésence, c'est un peu un genre de cyborg, là, que la conscience humaine est déplacée dans le robot. Enfin, on peut décliner un peu là-dessus, mais c'est surtout un outil assez humoristique qui met un peu le doigt sur notre imagination de l'intelligence artificielle, qui est quand même assez largement fondée sur de la fiction. Une petite vidéo du robot en action. Donc c'est pas un robot intimidant, les gens s'en approchent facilement. Ouais. Amable desconocido. Donc il parle anglais ou espagnol. C'était Combo Joe en action. Là, on va bouger un petit peu. Donc là, il y a l'aspect cyborg, l'aspect vie machinique. Donc Combo Joe a exploré de manière un peu ironique. Mais depuis un peu plus quasiment 2 ans maintenant, j'ai collaboré avec un bio-ingénieur pour explorer un peu les possibilités des piles bactériennes. Donc, dans de la boue ramassée dans votre jardin, par exemple, il y a sûrement plusieurs millions, voire milliards de ces petites bébêtes qui sont des bactéries qui s'appellent les géobactères. Et les géobactères ont cette propriété, quand ils digèrent la matière organique, ils émettent des électrons. Qui dit électrons dit électricité. Donc il y a des gens intelligents qui se dit ah ouais, puisqu'il y a des électrons, on doit pouvoir fabriquer des piles avec de la boue. Donc des piles bactériennes, c'est des piles qui fonctionnent avec de la boue. En gros, on a une électrode au fond de la boue, une deuxième électrode, et 2 fils qui sortent. Et vous pouvez faire l'expérience vous-même, il y a de l'électricité qui sort. Au bout de quelques jours, vous faites avec un petit conteneur en plastique, 2 bouts de métal et de la bouillasse, et il y a de l'électricité qui sort. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette électricité? Elle sort, mais elle sort à un niveau très très faible. On a quelques volts et quelques milli ou microampères. Donc il faut parcimonieusement utiliser ce qui sort de ces batteries. Et après quelques expériences, j'ai fait une installation qui s'appelle Barrobots. Donc c'était une installation pour un musée en Espagne. Donc Barro ça veut dire de la boue. Donc c'est Mudbots, les robots en boue. Donc ici on voit 3 des Mudbots
une vue un petit peu plus détaillée. Donc le compartiment carré à l'arrière du robot est 4 cellules de ces piles bactériennes qui sont connectées en série pour développer un voltage un petit peu plus important. Ce voltage, il y a un petit circuit blanc sur le côté du robot qui comprend un condensateur, donc c'est un genre de composant électronique qui va stocker l'énergie qui sort de la pile du robot. Et quand il y a assez d'énergie stockée dans ce condensateur, le condensateur libère son énergie dans le circuit du robot. Donc le robot avance, fait quelques petits bips, et il pousse devant lui une boule d'argile. Et l'idée de l'installation, il y a 11 de ces robots qui fonctionnent simultanément. Ça, c'est une vue de dessus du robot avec sa pile. Le petit haut-parleur, une petite diode qui va clignoter sur ce qu'on voit sur le coin à droite. Et le robot va petit à petit traverser la galerie en poussant la balle devant lui. Et la pile de balles qui est située, qu'on peut voir un peu en haut de l'image, va graduellement être transférée de l'autre côté de la galerie par le flot de robots. Mais ils avancent, dans le meilleur des cas, de quelques centimètres par jour. Donc peut-être 2 ou 3 centimètres. Et afin d'aider un petit peu les robots pour cette exposition, ils étaient équipés, on voit l'espèce de queue qui traîne derrière le robot, c'est une manivelle, une petite dynamo qui peut être activée par les humains. Donc on a un genre de collaboration entre les microbes, le robot et l'humain pour effectuer une tâche simpliste dans ce cas-là, qui est de pousser les balles de l'autre côté. Mais ce qui est intéressant dans ce genre d'expérience avec les piles microbiennes, c'est de voir qu'on peut générer un mouvement robotique à partir de la boue. Donc un genre de rencontre entre le matériau le plus humble, en même temps très riche, parce qu'il y a plein de bactéries, c'est de là que vient la vie, mais en même temps c'est un matériau qui est extrêmement répandu, il y en a de partout depuis très longtemps, avec de l'électronique assez pointue, parce qu'il faut être capable d'utiliser ces petits courants. Et la rencontre entre les deux crée un genre de cyborg non humanoïde, j'imagine, un cyborg microbien robotique qui peut être aussi activé avec l'aide d'un humain. Où est-ce que je vais avec ça? Je ne sais pas encore très bien. Les robots sont rentrés d'Espagne à la fin de la semaine dernière. Donc ils repartent un petit peu sur l'établi. Là, il faut que je travaille encore un petit peu dessus. Mais ils sont assez bien placés pour illustrer aussi un autre aspect dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui en détail. Mais je suis très intéressé par les énergies alternatives, l'utilisation intelligente ou créative des déchets électroniques. Et ça se connecte assez bien avec cet autre aspect de mon travail. Pour en revenir à la coévolution de l'humain et des machines, ça c'est un exemple du dernier téléphone de Google. Et c'est là ça vient d'un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle iFixit, qui se positionne un petit peu contre le grain des grands manufacturiers d'outils informatiques, en les démontant et en faisant des tutoriaux expliquant comment démonter pour réparer votre machine vous-même. De plus en plus, avec les téléphones ou les tablettes ou les ordinateurs, c'est de plus en plus impossible à réparer, parce que tout est collé, tout est petit, et tout est fragile. Donc ce genre de téléphone, pour arriver à le démonter comme ça, on peut voir ici par exemple les traces de colle, et ça a été fait par des professionnels qui savent très bien démonter les téléphones. Il faut chauffer, c'est très compliqué. Donc il y a un aspect comme ça de non-réparabilité qui m'interpelle, et il y a aussi un aspect de la complexité du matériau technologique, de la complexité de l'outil, qui fait qu'il est incompréhensible. Il est très, très opaque. Plus l'interface devient transparente, plus ce qu'on comprend du fonctionnement devient opaque. L'idée de la boîte noire, la black box, la boîte noire technologique, est de plus en plus présente. Ce qui est peut-être plus que la super-intelligence, pour moi, j'allais dire une menace, le mot est peut-être un peu fort, mais un aspect négatif de ces technologies très performantes qu'on utilise tous les jours, c'est qu'on ne les comprend pas ou peu, et on s'en sert un peu comme des idiots savants pousseurs de boutons.
Et on dépend de ces technologies de plus en plus et d'une façon de moins en moins. On dépend de plus en plus de ces technologies et on les comprend de moins en moins. Et c'est quelque chose qui m'énerve. J'ai un petit problème avec ça. Et donc, je vais finir ma présentation sur une performance que j'ai faite il y a plusieurs années, mais qui a toujours un genre de raison d'être. Et c'était une réflexion basée sur ce problème de notre compréhension des technologies qui deviennent de plus en plus compliquées. J'ai commencé à réfléchir en me disant, OK, est-ce que je saurais recréer un ordinateur si je devais recréer un ordinateur en partant de rien? Non. Est-ce que je saurais recréer, je sais pas, le plastique pour faire la touche de mon ordinateur? Non. Est-ce que je saurais fabriquer un bout de câble pour connecter la batterie de mon ordinateur au circuit de mon ordinateur? Non. Est-ce que, comme ça, on descend. Est-ce que je saurais extraire le métal pour fabriquer le boîtier de mon ordinateur? Non. Est-ce que je saurais fabriquer une scie pour couper un bout de bois pour allumer le feu qui pourrait faire fondre le métal si je savais? Non. Ok, donc je savais rien faire en fait. À partir de, si je me retrouvais dans la forêt par moi-même, je serais bien embêté. Donc j'ai réalisé en fait que je savais même pas faire une des choses les plus simples, des plus basiques, technologiquement parlant, qui était d'allumer un feu. Là, je crois qu'on a un petit crash. Normalement, il y aura une image de feu. Là. On va attendre un petit peu, ouais, ça arrive. Ok, donc pendant plusieurs... C'était une période de ma pratique artistique où je faisais des performances régulièrement. Et donc pendant, je pense, 3 ans à peu près, chaque fois que j'avais une performance, je passais une dizaine de minutes pendant la performance à essayer d'allumer un feu avec la technique du bâton frotté, avec un petit arc. Et, la première fois que j'ai essayé de faire ça dans mon atelier, j'ai eu de la fumée très rapidement. Et je me suis dit, ça va me prendre 2 heures pour apprendre à allumer un feu avec cette technique. Mais je me suis dit, je ne vais pas apprendre à faire ça dans mon atelier, je vais faire ça en public, et ça prendra le temps que ça prendra. Et en fait, ça m'a pris une bonne vingtaine de performances avant d'arriver à faire une flamme. J'ai eu beaucoup d'échecs, des petites braises parfois, de la fumée à chaque fois, mais pas de flamme. Et cette frustration technologique, en fait, elle est très bien dans le sens de mon discours. Ça montrait que même les technologies les plus simples, les technologies, parce que tout le monde, je pense, parmi vous, a cette idée qu'on peut allumer un feu en tapant 2 silex ou en frottant un bout de bois, mais je ne sais pas combien d'entre vous ont essayé. Et si on essaye, en fait, c'est pas si facile que ça. Donc ça démontrait notre impuissance par rapport à même les technologies les plus basiques. Et donc là, je vais vous montrer quand même une vidéo du jour où j'y suis arrivé. Je crois que c'était la 2e fois, c'est pas la première fois, j'ai pas la vidéo, mais donc voilà l'allumage du feu en performance live. Donc là, il y a un petit bout de braise qu'il faut attraper très délicatement. Ouais, c'est marrant l'enthousiasme du public. J'ai l'impression que quand je fais ça, d'être dans une caverne que tout le monde attend pour faire cuire son steak de mammouth. Il y a vraiment quelque chose de primal qui est en question dans l'allumage du feu. Et voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention.